Donc, ça fait 20 ans, oui, 20 ans disons, je dois dire que j'y ai pris goût. J'ai pris goût au fait d'intervenir, de continuer à faire donc le travail universitaire que j'adore, mais également de faire parler ce travail sur la sphère publique. Et alors, ce dont je voudrais surtout parler, c'est de la difficulté de faire cela. De faire cela d'une manière qui évite toutes sortes d'écueils, qui évite l'écueil d'abord de l'aridité, du professeur universitaire qui parle comme un professeur universitaire. Les gens hochent, opinent du bonnet et après se demandent mais qu'est-ce qu'il a raconté et comment est-ce que ça s'applique aux problèmes que nous lui avons demandé d'étudier. Alors, l'autre excès, qui est un excès qui est peut-être beaucoup plus tentant pour quelqu'un qui a une nature un peu passionnée et engagée, c'est d'être un intellectuel au-delà de l'engagement, un intellectuel, disons, militant. C'est-à-dire quelqu'un dont les actions, dont les paroles peuvent être plus ou moins prédites à partir, par exemple, de l'agenda politique d'un parti. Hein, il y a des intellectuels qui décident non seulement de s'inscrire dans la lignée d'un parti politique, chose que Charles a fait, mais également d'être un philosophe de parti et de suivre la ligne de parti et donc de devenir un militant. Une fois que l'on fait cela, on est un militant, on n'est plus vraiment un intellectuel parce qu'il y a quelque chose comme une indépendance de la pensée qui est bien sûr absolument centrale au travail que nous devons faire. Il y a un troisième excès à éviter, celui-là, c'est celui qui est peut-être le plus difficile à éviter, c'est d'être l'intellectuel, surtout quand on est dans le domaine de l'éthique. Quand on m'appelle très souvent, c'est pas pour dire « Monsieur Weinstock, philosophe, on voudrait que vous ayez intervenu ». On utilise ce terme que je déteste, mais qui me colle à la peau comme je ne sais pas quoi. Vous êtes éthicien. Et donc, vous devriez pouvoir vous prononcer sur telle ou telle chose. Et évidemment, l'éthicien, il y a quelque chose de très sentencieux. Hein? L'éthicien, c'est quelqu'un qui va dire comment on devrait faire les choses bien et comment on devrait éviter le mal. Donc, c'est la personne qui a le doigt comme ça à peu près dans tous les débats et qui dit aux gens à quel point ils ont agi mal dans certains débats et comment ils devraient agir s'ils voudraient être meilleurs sur le plan éthique. C'est évidemment un excès à éviter parce que les gens n'aiment pas se faire dire qu'ils ont agi d'une manière qui est moralement condamnable ou moralement problématique. Et même si vous avez raison en leur disant, il est probable que votre leçon ne serve à pas grand-chose parce que la réaction sera, il y aura une réaction, disons, de colère à votre endroit. Alors, on veut éviter l'aridité, on veut éviter une partisanerie excessive, on veut éviter le doigt constamment pointé pour condamner de l'éthicien sentencieux. Qu'est-ce qui reste? Alors, j'ai beaucoup observé Charles Taylor pour me donner un modèle, parce que Charles Taylor a, je l'ai senti pendant les débats référendaires que nous avons, un moyen de se prononcer. Charles Taylor s'est prononcé sur toutes les questions dont nous avons parlé. Il s'est prononcé contre la souveraineté du Québec. Dans le débat sur les accommodements raisonnables, il s'est prononcé pour une certaine conception de la laïcité à laquelle j'en arriverai, mais jamais en faisant comme si il détenait une vérité qu'en tant que philosophe normatif, il allait tout simplement délivrer de haut à une population qui n'avait qu'à recevoir avec gratitude le message du philosophe. Et j'ai beaucoup réfléchi donc à la posture de Charles, aussi bien dans les débats sur les accommodements raisonnables qu'avant, et je me suis rendu compte qu'il y a dans quelque chose d'assez remarquablement cohérent dans ses écrits et dans la manière qu'il se comporte en tant qu'intellectuel public que je voudrais passer quelques minutes à essayer de mettre en lumière. Quand vous parcourez les textes de philosophie politique de Charles, il y a quelque chose d'assez remarquable. La philosophie politique, surtout dans sa version anglo-saxonne, qui est celle que j'ai beaucoup pratiquée, dans laquelle j'ai été formé, est une philosophie, je dirais, pugiliste. Hein, c'est une philosophie dans laquelle ce qu'on cherche à faire, c'est réfuter quelqu'un qui détient une position contraire à la nôtre. Et souvent, quand je dis contraire, je ne veux pas vraiment dire contraire. Hein? Il y a parfois des débats où, quand on lit des textes, vous vous dites, mais ces gens-là, dans la vraie vie, dans des vrais combats politiques, seraient toujours du même côté de la clôture. Ils combattraient exactement pour les mêmes causes, mais ils sont capables de faire d'une distinction talmudique qui n'aurait absolument aucune importance dans la vraie vie, l'objet de 53 articles scientifiques où vous avez l'impression que c'est une question de vie ou de mort que de répondre de manière juste à cette question. Et le ton est parfois, disons, assez, je l'ai dit, combatif. Hein? Robert Nozick, qui est un philosophe
très intéressant, qui a écrit une philosophie politique qui n'est peut-être pas la partie la plus intéressante de son œuvre, dans l'introduction à son grand livre qui s'appelle Philosophical Explorations ou Explanations, je ne sais plus, Explorations, dit la chose suivante, Explanations, dit la chose suivante, quand il était un jeune philosophe, dit-il, il avait une vision de la philosophie et de ce à quoi pouvait ressembler une réfutation philosophique qui ferait de sorte que, ayant exposé sa réfutation à un opposant philosophique, l'opposant tomberait raide mort devant la puissance de son argumentation. Quand on lit les textes de philosophie politique de Charles Taylor, il y a quelque chose de très différent qui se passe. Charles Taylor, ce n'est pas un accident, je crois, que, disons, la philosophie fondamentale qui l'ait inspirée soit la tradition qui aille, disons, de Hegel jusqu'à Gadamer, une philosophie qui est basée sur la notion d'interprétation. La notion d'interprétation. J'ai été un très piètre étudiant de Hegel, mais il y a une phrase qui m'est toujours restée à l'esprit et je suis convaincu que je l'ai probablement déformée 30 ans après l'avoir lue pour la première fois et je me la suis appropriée. Elle ne veut probablement pas dire ce que je m'apprête à vous dire qu'elle veut dire. Oui, c'est à peu près ça. Qui consiste à dire qu'il faut aller chercher le rationnel dans le réel. Alors, c'est une phrase qui peut sembler un peu déroutante quand on la regarde comme ça. Le rationnel dans le réel, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que le philosophe, plutôt que de chercher à légiférer au réel d'une perspective qui serait en quelque sorte en retrait, doit aller chercher dans la situation qu'il cherche à explorer les ferments, l'embryon peut-être de rationalité qui s'y trouve, de la dépeindre pour ensuite la représenter comme étant une sorte de reflet un peu difformant, mais qui place la réalité qu'il cherche à étudier peut-être sous un jour plus cohérent, plus intellectuellement satisfaisant et peut-être même plus moralement satisfaisant qu'il n'en a l'air quand on le regarde à première vue. Is that about right? Something else. Bon. Alors, d'après l'interprétation, disons, néo-hegelienne de cette phrase que... Le rôle du philosophe serait plutôt d'essayer de comprendre la réalité que les gens vivent, pour essayer d'y chercher, au-delà de la rhétorique, au-delà des termes parfois violents, au-delà de la bêtise qui s'y trouve, le germe, l'embryon de l'idée morale importante qui s'y trouve et de la resservir en quelque sorte à ces gens-là et de la présenter également à des gens qui sont opposés à ces gens-là pour faire comprendre qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas complètement à côté de leur pompe, mais qui ont des idées importantes à défendre. Pendant le débat référendaire, les débats référendaires, quelque chose de très remarquable était que Charles Taylor était perçu comme, pour utiliser une expression anglaise, le honest broker, quelqu'un qui pouvait être pris, disons, au sérieux à la fois comme un interlocuteur parlant du Québec à propos du Québec, mais pris au sérieux également au Canada anglais. Et il m'a semblé que son rôle principal a été en quelque sorte d'essayer, non pas de dire ceux-là ont tort, ceux-là ont raison, il y a une thèse philosophique défendue ici, une thèse philosophique défendue là, et il s'agit de savoir quelle est la bonne et quelle est la mauvaise, mais d'essayer de faire de sorte qu'à tout le moins, les deux côtés se comprennent comme défendant des positions moralement défendables et comme méritant d'être discutés sur la place publique et peut-être de faire l'objet de compromis donc, entre ces deux visions raisonnables. Le fait donc de se livrer à de l'interprétation plutôt qu'à une posture sentencieuse fait de sorte que Charles Taylor n'est pas reçu dans le débat public comme étant quelqu'un d'irritant, quelqu'un qui essaye de faire la morale ou de faire la religion, mais comme quelqu'un qui a un rôle profondément constructif de tenter d'en arriver à des interprétations satisfaisantes pour les deux parties dans un débat. J'en viens avec les 3-4 minutes qui me restent, j'imagine. 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, bon, qui me restent au débat sur les accommodements raisonnables et parce que je ne veux pas faire que chanter les louanges de Charles, pointer le doigt sur une tension que j'y vois, sur une tension que j'y vois. Je ne vais pas revenir sur le débat sur les accommodements raisonnables dans leurs détails. Je sais que les gens dans cette salle connaissent probablement suffisamment bien l'histoire dans ces grandes lignes des cinq dernières années. Vous savez donc que dans le rapport Bouchard-Taylor, il y a la défense d'une idée qui est celle de la laïcité ouverte.
laïcité ouverte, bon, je vais prendre un moment pour reprendre un peu de crédit pour cette idée, qui avait été formulée pour la première fois dans le rapport Proulx, dans lequel j'ai eu un rôle à jouer, et qui dit essentiellement la chose suivante. L'idée fondamentale de la laïcité n'est pas d'exclure complètement la religion de la place publique, de faire de sorte qu'aucune trace de religion ne soit présente dans la place publique, mais de faire plutôt de sorte que les institutions publiques ne soient pas gouvernées par des religions. Étant donné l'atteinte de cet objectif, la présence de symboles religieux, la présence de gens qui s'expriment avec des convictions religieuses ne pose pas problème. La mesure dans laquelle il pose problème est uniquement la mesure dans laquelle cela commence à faire problème du point de vue de l'objectif principal. Nous pouvons donc être ouverts dans notre laïcité, c'est-à-dire permettre aux gens d'exprimer leur liberté religieuse en gardant bien à l'œil l'objectif principal qui est d'assurer que l'État et ses institutions ne sont pas dominées, ne sont pas gouvernées par des religions. Alors, quand on regarde de près le rapport Bouchard-Taylor, il y a vraiment deux arguments qui convergent sur la défense, à mon sens, profondément juste de la laïcité ouverte. Il y en a un premier qui est impeccablement taylorien au sens interprétatif que je viens de mettre de l'avant. Taylor interprète l'histoire de l'intégration de la diversité au Québec comme tendant naturellement, mais de manière quelque peu incoative, vers cette laïcité ouverte. Il nous dit, regardez, ce qui se passe dans notre histoire, pas seulement récente, mais même plus lointaine, nous avons toujours été un peuple qui a grandi par l'accueil de l'autre plutôt que par sa répulsion. Ça nous a servi et ça devrait continuer à nous servir. La laïcité ouverte est un terme peut-être un peu technique pour désigner quelque chose qui est profondément ancré dans notre histoire. Argument impeccablement taylorien. Le deuxième argument, qui est l'argument du philosophe politique, consiste à dire, écoutez, il y a des équilibres à trouver entre différents principes et certains sont excessivement biaisés dans le sens d'un de ces principes plutôt que de l'autre. La laïcité républicaine qui est défendue par beaucoup de nos concitoyens à l'heure actuelle au Québec est une laïcité qui, ce n'est pas seulement qu'elle ne convient pas au Québec parce qu'elle n'est pas d'ici, parce qu'elle n'est pas issue de nos traditions, de nos histoires et de la manière par laquelle nous en sommes arrivés à des accommodements avec les autres qui sont venus à constituer le tissu social québécois. C'est tout simplement que c'est un déséquilibre entre différents desiderata normatifs que nous pourrions mieux mettre en équilibre sain, moralement juste, selon la formule de la laïcité ouverte. Il y a donc un argument non pas à l'effet que la laïcité ouverte, c'est nous, c'est notre histoire, c'est le rationnel dans notre réel. Il y a aussi un argument qui me semble plus purement philosophique au sens où je l'ai connu à Oxford, dans une version légèrement pugiliste et combative qui consiste à dire c'est tout simplement une meilleure version de la laïcité que celle qui est défendue par certains de nos concitoyens. Alors la question avec laquelle j'aurais envie de terminer consiste à dire peut-on être sur la place publique devant des enjeux aussi divisifs et aussi compliqués que ceux des accommodements raisonnables? Peut-on être interprétatif? Peut-on adopter cette posture qui me semble caractériser pour l'essentiel la démarche taylorienne? Peut-on l'adopter jusqu'au dernier retranchement ou ne faut-il pas à un moment adopter la posture du philosophe qui dit « écoutez, ceci est mieux que cela ». Je pose la question de manière non rhétorique, parce que c'est une tension, et je reviens au tout début de ce que j'ai dit, qui, moi, me hante depuis le début que j'essaye d'intervenir de manière productive dans nos débats politiques, mais en cela et en beaucoup de choses, aussi bien le modèle, mais également les tensions dans lesquelles se trouve Taylor ont été profondément inspirantes pour moi. Je vous remercie.